La salle d'audience était silencieuse, retenant son souffle. Les appareils photo cliquaient, les journalistes se penchaient, et Rachel Miller serrait sa poitrine comme si elle retenait le poids d'une décennie. Au centre de tout cela se tenait Ethan, qui n'était plus le garçon de 10 ans qui avait disparu sans laisser de traces, mais un homme désormais, forgé par la douleur. Il fixait l'homme menotté à l'autre bout de la pièce. Thomas Greaves. Ce nom lui donnait encore la chair de poule. L'homme qui lui avait volé son enfance, brisé sa famille et laissé des cicatrices invisibles qui refusaient de s'estomper. Chaque partie du corps d'Ethan vibrait de souvenirs. Les portes verrouillées, les menaces murmurées, les nuits blanches, la petite fenêtre qui ne s'ouvrait jamais. Le juge lui demanda s'il avait quelque chose à dire. Ethan resta immobile un instant, puis s'avança. Le regard fixe, le souffle saccadé. Une pause. « Je vous pardonne ». Des halètements remplirent la salle. Les sanglots de Rachel rompirent le silence. Même Thomas semblait abasourdi. Ethan ne broncha pas. « Je ne vous pardonne pas pour vous. Je vous pardonne pour pouvoir respirer à nouveau. » Personne ne savait quoi dire. Mais quelque chose a changé ce jour-là. Un homme a choisi la paix plutôt que la rage. Et le monde n'était pas prêt pour ce genre de courage. Si des histoires comme celle-ci vous touchent, brutes, réelles, inoubliables, abonnez-vous et activez la cloche. Chaque semaine, nous révélons les combats secrets que les gens survivent. Rejoignez une communauté qui voit au-delà de la douleur pour découvrir la force. Ne vous contentez pas de regarder, faites partie de cette communauté. La prochaine histoire pourrait changer votre vision du monde, ou de vous-même. Ethan Miller a grandi dans un quartier où les gens se saluaient depuis leur Porsche et où les enfants faisaient du vélo jusqu'à l'allumage des lampadaires. Son monde était petit mais chaleureux. Une maison à 2 étages avec des volets jaunes, un labrador chocolat nommé Max et des histoires lues avant de s'endormir par sa mère, Rachel, qui sentait la lavande et chantait toujours faux. C'était un garçon curieux, du genre à poser trop de questions et à se perdre dans son imagination. Sa chambre était remplie de cartes et de dessins de grottes secrètes, et il rêvait souvent d'être un explorateur. Son père, David, encourageait son esprit aventurier en construisant des forts de fortune dans le jardin et en faisant semblant d'être un animal sauvage qu'Ethan devait traquer. Mais derrière toute cette joie, Ethan était une âme sensible. Les bruits forts le faisaient sursauter, l'obscurité le perturbait, et chaque fois que sa mère quittait la pièce, il comptait jusqu'à 60 et respirait plus lentement, juste pour rester calme. Il avait une peur profonde d'être seul, une anxiété que personne ne comprenait vraiment, pas même lui. Pourtant, il était heureux. Il se sentait en sécurité. Il n'avait jamais traversé la rue sans tenir la main de quelqu'un. Il n'était jamais allé à l'école tout seul. Il n'avait même jamais passé la nuit chez un ami, jusqu'au matin où Rachel lui a donné la permission d'aller seule à la boulangerie. Elle n'était qu'à 2 pâtés de maison. Ethan l'a supplié. « Je peux le faire, maman. Promis. » Elle a hésité, puis elle a souri et lui a tendu un billet de 5 $. « Sois prudent, mon chéri. » Il rayonnait de fierté, serrant fermement le billet dans sa main alors qu'il sortait. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient et, pour la première fois de sa jeune vie, Ethan avait l'impression que le monde lui appartenait. Ce sentiment ne durerait pas. Tout ce qu'Ethan voulait, c'était être courageux. Pas le genre de courage qu'on voit dans les films de super-héros, mais celui qui fait que vos parents vous accordent un peu plus de liberté. Il ne voulait pas sauver le monde, il voulait juste traverser la rue tout seul, acheter une miche de pain et se sentir adulte. Ce jour-là, il eut l'impression que sa vie basculait. Il avait supplié sa mère toute la semaine de le laisser aller seul à la boulangerie Dawson. « C'est juste au coin de la rue, » disait-il. « Je sais regarder des 2 côtés. Je ne suis plus un bébé. » Rachel avait toujours été très protectrice, mais quelque chose dans le regard d'Ethan ce matin-là l'avait fait hésiter. Après tout, il avait 10 ans. Il était peut-être temps de le laisser essayer. Elle l'embrassa sur le front et lui tendit un billet de 5 $ froissé. « Je serai là quand tu rentreras, » lui dit-elle. Le soleil réchauffait sa peau lorsqu'il franchit le seuil de la porte. Avec Max qui aboyait sous le porche, Ethan se sentait puissant, comme un véritable explorateur partant pour sa première expédition.
Le trottoir s'étendait devant lui comme une route menant vers un endroit plus grand qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il passa devant la maison des Wilson, puis devant le petit parc avec ses balançoires rouillées, puis devant le jardin fleuri de Madame Clark. Il fit signe au facteur. Tout semblait normal, mais aussi tout nouveau. À l'intérieur de la boulangerie, il voyait à peine par-dessus le comptoir. « Une miche de pain au miel, s'il vous plaît, » dit-il, fier de la fermeté de sa voix. « Tout de suite, jeune homme, » répondit la femme en souriant. Avec le pain chaud à la main, Ethan retourna sur le trottoir, l'odeur du pain frais l'enveloppant comme une couverture. Il imaginait déjà à quel point sa mère serait fière. Et puis, il vit la voiture. Elle était garée à mi-chemin dans la rue, le moteur tournant au ralenti. Un homme se penchait par la fenêtre, souriant. Il lui semblait familier, peut-être du parc, peut-être un ami de son père. « Salut, champion », dit l'homme. « Ta mère m'a dit de venir te chercher. Elle a été appelée au travail et ne voulait pas que tu rentres seul à la maison. » Ethan se figea, le pain à la main. « Mais elle a dit qu'elle rentrerait. Elle m'a appelé il y a quelques minutes, » insista l'homme. « Monte, ne la fais pas attendre. » La voix de l'homme était douce, calme, rassurante. Ethan fit un pas en avant, un seul, et cela suffit. La portière se referma derrière lui, et tout changea. Ethan ne s'en rendit pas compte tout de suite. Au début, la voiture sentait le cuir et le chewing-gum à la menthe poivrée. L'homme continuait de parler de choses sans importance. « Comment ça va à l'école? Tu aimes le baseball ?» Sa voix était douce, presque amicale. Mais les rues semblaient familières. Ils ne tournèrent pas dans Maple Avenue comme ils auraient dû. Ils passèrent devant une station-service qu'Ethan ne reconnaissait pas. La boulangerie était déjà hors de vue. « Où allons-nous » demanda Ethan en serrant le pain plus fort. « C'est un raccourci, » répondit l'homme, les yeux rivés sur la route. « Ne t'inquiète pas. » Le pain glissa des doigts d'Ethan. Il voulut parler, mais sa voix resta coincée dans sa gorge. L'homme monta le volume de la radio. Une chanson joyeuse retentit. Cela ne fit qu'empirer les choses. Au bout de 20 minutes, la voiture s'engagea dans une allée de gravier derrière une vieille cabane à moitié cachée par des arbres. Les fenêtres étaient condamnées. Il n'y avait aucune autre voiture. Personne. Le cœur d'Ethan battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. « Allez, viens » dit l'homme en ouvrant la portière passager. Ethan ne bougea pas. L'homme l'attrapa par le bras. La cabane était sombre et sentait la poussière et la moisissure. Un matelas était posé dans un coin, à côté d'un seau et d'une pile de vieux magazines. La seule source de lumière provenait d'une petite fenêtre si haute qu'Ethan ne pouvait l'atteindre, même en se mettant debout sur le matelas. Thomas, il apprendrait plus tard que l'homme s'appelait Thomas Greaves, verrouilla la porte derrière eux. « Tu vas rester ici pendant un moment, » dit-il, presque comme s'il expliquait l'heure du coucher à un enfant. « Sois sage, et tout ira bien. » Ethan ne pleura pas cette nuit-là. Il resta assis dans un coin, les genoux contre la poitrine, fixant la porte, attendant qu'elle s'ouvre à nouveau, attendant que tout cela ne soit qu'une erreur, attendant sa mère. Mais personne ne vint. Les jours passèrent, ou peut-être les semaines. Il perdit rapidement la notion du temps. Parfois, Thomas lui apportait à manger, parfois non. Parfois, il lui parlait gentiment. D'autres fois, il criait sans raison. Ethan cessa de parler, cessa de poser des questions. Il apprit à se taire, à disparaître, à attendre. Le monde extérieur se réduisit à un rythme silencieux et terrifiant. La lumière qui filtrait par la fenêtre signifiait le jour. Le silence signifiait la nuit. Chaque bruit était une menace, chaque pas un avertissement. Son monde, autrefois si lumineux et plein de merveilles, n'était plus qu'une pièce fermée à clé, sans réponse. Et Ethan, à seulement 10 ans, apprenait ce que signifiait être complètement seul. Le silence était le pire. Pas la peur, pas la faim, pas même les cris qui résonnaient parfois à travers les murs en bois lorsque Thomas était en colère. C'était le vide entre ces moments, les heures où rien ne se passait, où Ethan n'avait pour seule compagnie que le bruit de sa propre respiration et le poids écrasant de l'attente. Le temps avait cessé d'exister. La lumière du jour qui filtrait à travers la petite fenêtre n'avait plus aucune signification. Cela pouvait être le matin ou le soir, l'été ou l'hiver. Il ne savait pas, il ne demandait pas. Il avait appris à ne pas demander.
Son corps s'amaigrissait. Ses joues avaient perdu leur rondeur. Sa voix, autrefois curieuse et forte, n'était plus qu'un murmure qu'il utilisait à peine. Il y avait des jours où il ne parlait pas du tout. Parfois, Thomas s'asseyait dans un coin et lui parlait comme s'ils étaient amis. Il lui racontait des histoires sur son enfance, sur la façon dont le monde l'avait blessé lui aussi. Ethan ne comprenait pas grand-chose, mais il reconnaissait quelque chose. Un homme brisé qui essayait de donner un sens à son propre chaos en le créant chez quelqu'un d'autre. Mais d'autres fois, Thomas disparaissait, pendant des heures, voire des jours, et Ethan se retrouvait sans nourriture, sans parole, sans visage à haïr. Il ne pleurait même plus. Pleurer le rendait étourdi. Pleurer rendait tout cela réel. Il inventait des jeux dans sa tête pour survivre, compter les planches du plancher, imaginer qu'il était dans un vaisseau spatial, prétendre que s'il restait parfaitement immobile, il deviendrait invisible. Il parlait à Max, son chien, dans sa tête. Il imaginait ce que sa mère lui dirait si elle était assise à côté de lui. Il murmurait « Je suis toujours là, maman. Je n'ai pas disparu. » Mais à l'intérieur, il était en train de disparaître. Puis, une nuit, tout a changé. Il a entendu des voix à l'extérieur, des voix réelles, des bruits de pas, un coup sur la porte. Il a rampé jusqu'au coin, pensant que Thomas était revenu en colère, plus bruyant que jamais. Mais la porte s'est ouverte brusquement et la lumière a envahi la pièce. « Ethan » appela un homme. « Ethan Miller » Ce nom lui était étranger, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Une lampe torche éclaira son visage. Il sursauta. Une silhouette s'agenouilla à côté de lui. Un badge, un uniforme, une voix douce. « Tu es en sécurité maintenant, mon grand. On est là. » Mais Ethan ne bougea pas. Il en était incapable. Il n'y croyait pas. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un tourbillon de sirènes, de couvertures et de visages inconnus. Les infirmières lui posaient des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. Les sanglots de sa mère lorsqu'elle le revit n'étaient pas des sanglots de joie, mais de désespoir. Elle le serra si fort dans ses bras qu'il ne pouvait plus respirer, mais il ne la serra pas en retour. Il ne se sentait plus comme son fils. À la maison, les choses ne revinrent pas à la normale. Sa chambre lui semblait étrange, comme un endroit où il n'était jamais allé. Les murs étaient trop propres, la lumière trop vive. Ses jouets semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Il faisait des cauchemars. Il se réveillait en hurlant. Il se cachait sous son lit. Il refusait de sortir. L'école était impossible. Les autres enfants le regardaient fixement. Certains chuchotaient. Certains étaient gentils, mais cela n'avait aucune importance. Il se sentait comme un fantôme parmi eux, présent, mais pas vraiment là. Ses parents ont essayé. Des séances de thérapie, des après-midi tranquilles avec des jeux de société, des biscuits faits maison. Mais Ethan ne trouvait pas le moyen de revenir en arrière. Un soir, assis seul dans sa chambre, il a déchiré en deux une de ses vieilles cartes. C'était sa préférée, celle avec des îles au trésor et des grottes secrètes. Mais maintenant, elle lui semblait être un mensonge. Il n'y avait pas de trésor, pas d'évasion, pas d'aventure. Juste un garçon qui était parti en voyage et qui n'était jamais vraiment revenu. Il ne savait pas comment parler de la cabane, des odeurs, du silence, de la peur, de la confusion d'être à la fois détesté et plaint. De l'homme qui se comportait parfois comme un père et d'autres fois comme un monstre. Il ne savait même pas ce qu'il était censé ressentir. Tout le monde lui répétait « Tu es en sécurité maintenant ». Mais la sécurité ne lui procurait aucune sensation. C'était comme le néant. Et rien n'était pire que la peur, parce que la peur signifiait que l'on ressentait encore quelque chose. Ethan n'avait plus peur. Il était juste parti. Si une partie de cette histoire vous touche profondément, prenez un moment, comme pour cette vidéo, et partagez vos pensées dans les commentaires. Votre voix compte ici. Vous n'êtes pas seul. Parfois, le simple fait d'écrire ce que l'on ressent est le premier pas vers la guérison. Nous vous écoutons. Nous sommes avec vous. Il avait 16 ans lorsqu'il a entendu pour la première fois la phrase qui allait changer sa vie. C'était lors d'une séance de thérapie à laquelle il ne voulait pas assister.
Ethan avait déjà consulté 3 thérapeutes. À chaque fois, il restait assis en silence, les bras croisés, attendant que l'heure passe. Il détestait la pitié dans leurs yeux. Il détestait leur voix douce. Il détestait qu'on lui rappelle quelque chose qu'il essayait chaque jour d'oublier, mais le docteur Karen Whitmore était différente. Elle ne posait pas beaucoup de questions. Elle ne le forçait pas à parler. Elle attendait simplement, semaine après semaine, pendant qu'Ethan restait assis en silence, jusqu'à ce qu'un après-midi, sans crier gare, elle lui dise « Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es ce que tu choisis de devenir. » Cette phrase l'a frappé comme un coup de tonnerre. Non pas parce qu'il y croyait, mais parce qu'au fond de lui, il voulait y croire. Cette nuit-là, Ethan fixait le plafond de sa chambre sombre, répétant ces mots. Il en avait assez d'être figé, assez d'éviter les miroirs, les foules, les parcs, les boulangeries, assez de se sentir comme le fantôme d'un garçon qui n'était jamais revenu. Il se mit à écrire, pas des histoires ou des poèmes, mais des lettres, d'abord à lui-même, puis à Thomas. Au début, elles étaient remplies de colère, de rage. Les pages se remplissaient de choses qu'il ne pouvait pas dire à voix haute. Mais plus il écrivait, plus quelque chose d'étrange se produisait. Les mots ne parlaient plus de Thomas. Ils parlaient d'Ethan, des choses qu'il avait perdues, de la douleur qu'il portait en lui, de la personne qu'il voulait être. Il a commencé à se souvenir de qui il était avant tout cela, comment il rêvait d'être explorateur, comment il aimait le pain au miel et au blé, comment il pensait que le monde était grand et beau. Cette version de lui-même lui manquait, pas son innocence, mais son espoir. Il a donc continué à écrire, chaque nuit, une lettre après l'autre, des dizaines. Des lettres qu'il n'avait jamais l'intention d'envoyer, jusqu'au jour où il s'est décidé. Il a demandé au docteur Whitmore s'il était possible de contacter quelqu'un en prison. Elle n'a pas répondu immédiatement. Quand elle a enfin pris la parole, c'était d'une voix douce mais ferme. Seulement si vous savez pourquoi vous voulez le faire. Et Ethan savait. Pas pour tourner la page, pas pour se venger, mais parce que le poids du silence l'écrasait et qu'il voulait être libre. Il rédigea sa lettre avec soin. Pas de menaces, pas de haine, juste la vérité. Il raconta à Thomas ce qu'il lui avait pris, mais aussi ce qu'Ethan avait décidé de récupérer. Sa vie. La première fois qu'Ethan s'est tenu devant une classe pour parler de ce qui s'était passé, ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine tenir le micro. Il n'était pas là pour raconter toute l'histoire. Pas encore. Juste pour parler à un groupe de lycéens de la survie après un traumatisme, du fait que la guérison n'est pas linéaire, que le silence peut être un bouclier et qu'une seule phrase peut ouvrir une porte dont on ignorait l'existence. Il est resté simple, honnête. À la fin, une jeune fille s'est approchée de lui, les yeux remplis d'une émotion qu'il reconnaissait, une douleur profondément enfouie. Elle n'a pas dit grand-chose, juste « merci ». C'est à ce moment-là qu'Ethan a compris que sa voix pouvait faire quelque chose que son silence n'avait jamais pu faire, aider les autres à se sentir moins seuls. Il a commencé à faire du bénévolat dans des centres pour jeunes. Au début, il se contentait d'écouter, puis il a commencé à partager son histoire. Peu à peu, son identité a commencé à changer. Il n'était plus seulement le garçon qui avait été kidnappé. Il redevenait Ethan, une version façonnée par la douleur, certes, mais aussi par la résilience. À la maison, les choses ont également changé. Rachel et David, qui marchaient toujours sur des œufs émotionnels, ont commencé à s'ouvrir. Ils ont pleuré avec lui au lieu de pleurer autour de lui. Ils ont cessé de prétendre que tout allait bien, et cette honnêteté brute et imparfaite les a rapprochés plus que jamais. Pour la première fois depuis des années, Ethan a dormi toute la nuit. Il a emmené Max au parc. Il a mangé du pain au miel et au blé sans sourciller. Il a ri, pas seulement un petit rire poli, mais un vrai rire qui venait du fond du cœur, quand David a trébuché sur le tuyau d'arrosage. Il est même retourné à la boulangerie. La même. La femme derrière le comptoir avait vieilli, ses cheveux étaient désormais striés d'argent. Elle l'a regardé longuement avant de dire « Tu as grandi ». « J'essaie », répondit Ethan avec un demi-sourire. Il commença à écrire des articles pour les journaux locaux, partageant ses réflexions sur la guérison, le pardon et la santé mentale. Non pas en tant que victime,
mais en tant que survivant. Ces mots trouvèrent un écho. Les gens le contactèrent. Certains lui racontèrent leur propre histoire. D'autres se contentèrent de dire « moi aussi ». Et puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Il fut invité à prendre la parole lors d'une conférence nationale sur les traumatismes. Il a failli refuser. Mais quelque chose en lui, peut-être ce garçon de 10 ans qui voulait autrefois explorer le monde, lui a murmuré « Tu es prêt ». Il y est donc allé. Sur scène, sous le regard de centaines de personnes, Ethan a raconté son histoire. Non pas les détails de la cabane, mais la vérité sur ce qui s'était passé après. Le silence, la rage, le moment où il a choisi de pardonner, non pas parce que Thomas le méritait, mais parce qu'Ethan méritait la paix. Quand il est descendu de scène, les applaudissements n'avaient plus d'importance. Ce qui comptait, c'était qu'il ne se sentait plus prisonnier de son passé. Il était en train de construire quelque chose de nouveau. Et cela venait juste de commencer. La guérison n'était pas une ligne droite. Ethan le savait désormais. Chaque pas en avant était suivi de nuits d'insomnie, de matins où le monde lui semblait trop bruyant, de jours où le ton ou le contact de quelqu'un le renvoyait dans cette cabane, ne serait-ce qu'un instant. La lettre qu'il avait envoyée à Thomas était restée sans réponse pendant des mois. Une partie de lui était soulagée, une autre partie attendait chaque jour, redoutant ce qui pourrait lui être renvoyé. Puis, un après-midi, elle arriva, une enveloppe ordinaire, sans adresse de retour, sans nom, juste une écriture tremblante qui disait « Ethan ». À l'intérieur, il y avait une seule page. Thomas disait avoir lu la lettre encore et encore. Il avouait se souvenir de chaque détail, non pas avec fierté, mais avec honte. Il disait ne pas s'attendre à être pardonné, il ne pensait pas le mériter. Mais il remerciait Ethan d'avoir écrit, de ne pas avoir oublié, d'être en vie. Ethan ne savait pas quoi ressentir. Il a regardé la lettre pendant des heures, détestant la façon dont elle faisait battre son cœur, détestant le fait qu'elle occupait encore une place dans l'esprit de Thomas. Il l'a apportée au docteur Whitmore. Elle l'a lue en silence, puis a demandé « Voulez-vous le rencontrer ?» Cette idée a frappé Ethan comme un coup de poing. Pourquoi le ferait-il? Mais la question ne le quittait pas. Les semaines passèrent, puis les mois. Il continua à vivre, à travailler avec les enfants, à prendre la parole lors d'événements, mais quelque chose en lui semblait inachevé. Il y avait une partie de l'histoire qu'il n'avait pas affrontée. Une porte restait fermée. Alors, il demanda. Par les voies officielles, sous étroite surveillance, Ethan obtint l'autorisation de rendre visite à Thomas à la prison. Le trajet fut silencieux. Rachel proposa de l'accompagner, mais Ethan insista pour y aller seul. Il avait besoin de faire cela pour lui-même. Il passa les détecteurs de métaux, signa des papiers, fut conduit dans de longs couloirs gris et silencieux. Puis, une petite pièce, 2 chaises, une vitre de séparation. Thomas entra plus mince que dans ses souvenirs, plus vieux, plus faible. Leurs regards se croisèrent. Pendant 1 minute, aucun des deux ne parla. Quand Ethan finit par prendre la parole, sa voix se brisa. « Je ne suis pas ici pour obtenir des réponses. » Thomas acquiesça. « Je ne saurais pas quoi te dire si tu les cherchais. » La conversation fut brève, gênante, ponctuée de longs silences et de phrases inachevées. Mais elle se termina par quelque chose à laquelle Ethan ne s'attendait pas, une sorte de conclusion tranquille. Il ne se sentait pas plus léger, mais il se sentait plus clair. En sortant, le gardien lui demanda « Ça va ?» Ethan ne répondit pas. Il se contenta d'acquiescer. Dehors, il respira l'air froid, vif, réel. Cela n'effaça pas le passé, mais cela lui rappela qu'il n'était plus prisonnier. La deuxième visite n'était pas motivée par la curiosité. C'était un choix. Ethan n'avait pas besoin de revoir Thomas. Il ne lui devait rien. Mais il revint, non pas pour affronter l'homme qui lui avait volé son enfance, mais pour s'affronter lui-même, pour terminer ce qui avait commencé par une lettre, puis une seule page en réponse. Ils se retrouvèrent dans une autre pièce. Aucune vitre ne les séparait. Juste 2 chaises, une table sobre et une horloge qui faisait trop de bruit sur le mur. Thomas eut l'air surpris quand Ethan entra. Il resta debout un instant, ne sachant pas s'il devait lui tendre la main. Il ne le fit pas, il s'assit. « Je ne pensais pas que tu reviendrais, » dit-il doucement.
Ethan le regarda vraiment. Cet homme n'était plus un monstre, juste un être humain brisé, aux yeux vides et au visage marqué par le regret. Mais Ethan n'était pas là pour comprendre Thomas. Il était là pour se libérer. Il prit la parole le premier. « Tu m'as tout pris, ma sécurité, ma voix, l'idée que je me faisais de moi-même. » Thomas baissa les yeux. Il ne dit rien. « J'ai perdu des années, j'ai perdu des gens, j'ai perdu la personne que j'étais, celle qui riait sans se demander ce qui allait mal tourner. » Thomas ouvrit la bouche, mais Ethan leva la main. « Je ne veux pas d'excuses, dit-il. Je n'en ai pas besoin. Je ne suis pas là pour te réparer. Je suis là pour te dire que j'ai fini de te porter. » Thomas cligna lentement des yeux, les paupières humides. « Tu as toutes les raisons de me détester. » La voix d'Ethan s'adoucit, mais pas par compassion. Par force, je t'ai détesté. Pendant longtemps. Tu vivais dans ma tête, dans mes cauchemars, dans mes relations. À chaque fois que je doutais de moi-même, tu étais là. Mais plus maintenant. Il prit une profonde inspiration. Je te pardonne. Thomas baissa les épaules. Il ne sourit pas. Il ne le remercia pas. Il détourna simplement le regard, comme si le poids de ses mots était plus lourd qu'il ne le méritait. « Je te pardonne, » continua Ethan, « pas pour ton bien, pas parce que je pense que tu as changé, mais parce que je suis fatigué de laisser ce que tu as fait décider qui je suis. » Le silence qui suivit était différent de tout ce qu'Ethan avait connu auparavant. Il n'était pas vide, mais plein. Plein de libération, de capitulation, de finalité. Il se leva. Thomas resta assis, les mains jointes, les yeux fermés. Alors qu'Ethan se dirigeait vers la porte, il s'arrêta un instant et dit, presque pour lui-même, « Je ne suis plus ton prisonnier. » Puis il partit. Dehors, le soleil était éblouissant. Ethan se protégea les yeux, prit une profonde inspiration et laissa l'air remplir ses poumons. Il ne pleura pas, il ne s'effondra pas, il ne se sentait pas victorieux. Il se sentait calme, comme un lac après une tempête. Il rentra en silence. Pas de musique, pas de distraction, juste le bruit de la route et la prise de conscience tranquille que quelque chose avait changé en lui. Ce soir-là, il s'assit sous son porche, Max couché à ses côtés, Rachel fredonnant doucement dans la cuisine. Il regarda les étoiles et pensa au garçon qu'il était autrefois, celui qui avait des cartes, des rêves et un cœur grand ouvert. Et il sourit, non pas parce qu'il avait retrouvé son ancien moi, mais parce qu'il avait enfin rencontré l'homme qu'il était devenu, l'homme qui avait choisi la paix, l'homme qui avait survécu, l'homme qui avait pardonné. Le pardon est l'un de ces mots que les gens utilisent à la légère, sans comprendre le poids qu'il porte. Ethan l'avait appris à ses dépens. Pendant des années, le pardon lui avait semblé être une trahison, comme si c'était laisser Thomas s'en tirer, comme si c'était faire comme si le passé n'avait jamais existé. Les gens lui disaient qu'il devait passer à autre chose, comme si guérir était un interrupteur qu'on pouvait actionner. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est que pardonner, ce n'était pas oublier, ce n'était pas effacer la douleur, c'était décider que la douleur ne serait plus son maître. Pour Ethan, pardonner était un acte de défi. C'était se tenir devant l'homme qui lui avait infligé ses blessures les plus profondes et lui dire « Tu ne vivras pas éternellement en moi ». Le monde dit souvent aux survivants d'être forts, de continuer à avancer, mais il leur apprend rarement comment faire. Ethan a découvert que la force n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est silencieuse. Parfois, c'est choisir de ne pas haïr, même lorsque la haine semble justifiée. Parfois, c'est choisir de respirer, de rester, de reconstruire. Et surtout, le pardon n'est pas un cadeau que l'on fait à quelqu'un d'autre. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. C'est le moment où l'on cesse de saigner pour les erreurs de quelqu'un d'autre, et enfin, où l'on recommence à vivre. Ethan n'a pas disparu après avoir pardonné à Thomas. Il ne s'est pas replié sur lui-même, ni n'a disparu de la scène publique. Au contraire, il s'est pleinement engagé dans la vie qu'il s'était battu pour reconquérir. Il a terminé ses études, puis a étudié la psychologie. Non pas parce qu'il voulait analyser les traumatismes, mais parce qu'il voulait comprendre la guérison. Il savait ce que signifiait se sentir brisé. Maintenant, il voulait aider les autres à se reconstruire. Il a créé un groupe de soutien pour les survivants de traumatismes infantiles. Ce qui a commencé comme un petit cercle dans le sous-sol d'une église
est devenue une organisation à but non lucratif reconnue. Il l'a appelée The Stillness Project, le projet du silence. Un nom né de ce moment précis, devant la prison, sous le soleil, où il s'est enfin senti calme. Ethan n'a pas embelli son histoire. Il n'a jamais prétendu avoir toutes les réponses. Mais il s'est ouvert aux autres, avec authenticité. Sa vulnérabilité est devenue un pont que d'autres ont pu emprunter pour traverser leur propre douleur. Il a également écrit un livre. Pas un mémoire, mais une réflexion sur le choix, sur la façon dont les traumatismes réécrivent votre vie et comment vous pouvez continuer à tenir le stylo. Il n'a jamais oublié ce qui s'était passé. Il n'a jamais cessé de pleurer le garçon qu'il aurait pu être, mais il a également cessé d'attendre de se sentir entier, car il était déjà complet, juste, d'une manière différente. Que feriez-vous si quelqu'un vous volait votre enfance? Vous battriez-vous pour obtenir justice? Chercheriez-vous à vous venger? Ou choisiriez-vous quelque chose de plus difficile, voire impossible? Pardonneriez-vous? L'histoire d'Ethan n'est pas seulement une histoire de survie. Elle parle de ce que nous choisissons de porter en nous et de ce que nous décidons finalement de laisser partir. Son parcours nous oblige à nous poser la question suivante. Qui sommes-nous lorsque le pire est déjà arrivé? Et surtout, qui voulons-nous devenir après? À vous de jouer. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous fait le même choix qu'Ethan? Faites-nous part de vos commentaires. Nous voulons connaître votre opinion, vos expériences, vos questions. Cet espace est également fait pour vous. Si cette histoire vous a ému, partagez-la. Quelqu'un de votre entourage en a peut-être plus besoin que vous ne le pensez. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, nous vous proposons des parcours authentiques et émouvants. Des histoires de personnes qui ont été mises à l'épreuve au-delà de l'imaginable et qui ont quand même trouvé un moyen d'avancer. Car au bout du compte, nous portons tous un lourd fardeau. Mais parfois, la chose la plus puissante que nous puissions faire, c'est de choisir de le laisser partir.